tous. Merci tous les organisateurs et organisatrices de ce colloque de me donner une occasion très précieuse de parler ici. En profitant de cette occasion, je voudrais, comme le dit Lévinas lui-même d'après Platon, courir un risque en espérant qu'il ne soit pas tout à fait mauvais, qu'il soit un petit peu beau, kalos. Car ce que je vais parler est basé sur une hypothèse vraiment fragile. Voilà la première version japonaise de L'Autrement qu'être. C'est Hiroshima d'Yves Klein qui en a fait la couverture. L'ombre collée au mur par la chaleur incroyable de la bombe atomique me rappelle L'Autrement qu'être. Elle a été publiée en 1990. Mais dès la publication, je me sentais toujours obligé de le remanier de fond en comble. Il s'agissait de détruire les phrases de la langue japonaise qu'on jugeait, entre guillemets, normales. Et sa deuxième version a été publiée en 1999. Cette fois, une colombe qui tient le rameau d'olivier fait la couverture. Tout récemment, un étonnement m'a pris quand je lisais un texte d'un islamologue japonais. Il s'agit d'un texte intitulé Comment a-t-on parlé de et, ist, is avec la langue qui n'a pas de copieux? En présentant la théorie de Abu Hashim al-Jubba, penseur islamique au Xe siècle, selon laquelle on remplace le prédicat par l'adverbe. Cette islamologue japonaise mentionne Lévinas et évoque presque naturellement le barbarisme d'Autrement qu'être. Pour l'auditoire d'aujourd'hui, il ne va pas de soi, j'espère, que, comme le dit un linguiste, Émile Benveniste, du grec, il existe dans une langue un verbe comme être qui se charge aussi de fonctionner à la fois comme copule et comme nom ou substantif. Que, même s'il n'y avait pas lexicalement de copule, il existerait nécessairement un certain supplément de copule, comme dirait Derrida, et donc que la conjonction copulative reste toujours la plus fondamentale, la plus forte. Tout cela n'est jamais un phénomène universel ni universalisable. Il existe beaucoup de langues qui n'ont pas de copule, aussi bien des langues qui n'ont que la copule. Et cette absence au double sens ne témoigne jamais de la infériorité ni de la irrationalité. Tout au contraire, je crois qu'on y trouverait, comme le fait la physique quantique, une possibilité d'autres rapports ou non-rapports inouïs qui ne se réduisent jamais à la conjonction, l'attribution, l'identification, la négation copulative. D'ailleurs, ce qu'il ne faut oublier, c'est cette expérience ordinaire, extraordinaire, à savoir quand on fait la traduction, quand on lit des traductions, on se déplace souvent d'une langue avec la copule à la langue sans copule, ou de celle-ci à celle-là. C'est précisément de ce point de vue que je voudrais vous parler d'un mot marqué dans une petite partie de L'Autrement qu'être. Il s'agit du mot éon, non pas on, dont se sert Lévinas uniquement dans les paragraphes intitulés La réduction, le dire sans dit
du chapitre 2 de l'autrement qu'être. Voilà les passages où apparaît ce mot. Je n'en lis qu'une partie. Le dire doit s'étaler et se l'assembler en essence, se poser, s'hypostasier, se faire éon dans la conscience. Et le savoir se laisse voir subir l'emprise de l'être, emprise que l'éthique elle-même, dans son dire de responsabilité, exige. Mais il faut aussi que le dire en appelle à la philosophie pour que la lumière qui s'est faite ne fige pas en essence l'au-delà de l'essence et que l'hypostase d'un néant ne s'installe comme idole, etc., etc. Il est vrai que Lévinas utilise soudainement ce terme sans aucun commentaire ni quelque indication de ses sources. De toute façon, éon sonne étrangement. Tout d'abord, j'avais pris Éon pour Aion gnostique et néoplatonicien. Mais maintenant, je crois que c'est des textes d'Heidegger que Lévinas emprunte ce mot d'éon. Ce mot pourrait ainsi constituer le lieu de polémose entre ces deux penseurs. C'est une hypothèse très faible, mais j'ose avancer sur avec cette hypothèse. Dans cette perspective, il est significatif qu'avant de parler d'Éon, Lévinas mette une note énigmatique sur Heidegger. Je cite: ces lignes, celles qui les suivent, doivent beaucoup à Heidegger, déformé et mal compris. Du moins, cette déformation n'aurait-elle pas été une façon de le nier la dette, ni cette dette une raison d'oublier. Page 49. Alors, où Heidegger parle-t-il des on? Et qu'est-ce qu'il en dit? À ce sujet, c'est Leina Schulman qui m'a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais prendre ce texte de paroles, proverbe d'Anaximandre, Moïla et qu'appelle-t-on pensée? Heidegger y prend le fragment 6 de Parménide. Clétolégein, ténoïn, théon et menai. Et en fixe son attention sur la tournure anacolytique, théon et menai, non pas on et inai. Alors que Lévinas ne prend de manière critique que la dernière partie de ce fragment. Pour autant que je sache, aucune traduction, soit anglaise, soit française, soit allemande, soit japonaise, ne me paraît pas réussir à exprimer l'étrangeté de cette tournure tripartite. Article défini, participe présent, infinitif. Comme le dit à la fin de son Qu'appelle-t-on pensée, Heidegger lui-même pense que toute la pensée occidentale européenne voit le destin de l'Occident-Europe dépendre d'un seul mot éon et de la juxtaposition éon et menai inventée par Parménide. Voyez le passage suivant. Mais ce n'est que par Parménide, quelques décennies après Anaximandre, que Éon présent et Einai présent deviennent le mot fondamental prononcé de la pensée occidentale. Ce n'est certes pas parce que Parménide, comme l'enseigne encore aujourd'hui, l'opinion erronée courante, a interprété l'être logiquement, entre guillemets, à partir de la proposition et de sa copule. Même Aristote n'est pas allé aussi loin dans la pensée grecque lorsqu'il a pensé l'être de l'état à partir de la catégorie. Passage très significatif, c'est comme si notre philosophe précisément présenté, prévoyait dans Éon quelque chose de différent de la logique aristotélicienne de la copule et de la catégorie, sur laquelle se construit la pensée occidentale, de telle manière que le quoi vaste de l'existant, son essence, puisse être nommé avec le est. Heidegger appelle ce quelque chose jenes. Mit Eon ist jenes genannt.
et le compare, intéressant, à un corps étranger. Flemme de quel pas? C'est ce et de éon, ex, qui signifie une telle étrangeté. Heidegger cherche à s'évader de la copule à travers le mot étrangement étrange d'éon. Cela est d'autant plus intéressant que dès sa thèse de doctorat, la théorie du jugement dans le psychologisme, 1913, Heidegger remarque l'exclusion de la copule dans la théorie du jugement d'Allan. À cela s'ajoute le fait que Aexeitas, ou l'université de l'être chez Duns Scotus, résiste à la copulation. Il est vrai que la forme du jugement A et A, A et B, n'établit pas l'identité authentique. Mais comme le montre ce cours 1929-30, intitulé Concepts fondamentaux de la métaphysique, où Heidegger analyse en détail les fonctions diverses de la copule, celle-ci, Heidegger, malgré tout, celle-ci, copule, malgré tout, n'est pas un simple signe de conjonction, Verbindung, et garde la trace du sens authentique de Sein. Léon lui-même permet d'aller au-delà d'une telle ambiguïté propre à la copule. Mais il n'en est pas moins vrai que Heidegger s'occupe toujours de mettre en question la copule. Si on me demandait de classer grammaticalement éon, je serais obligé de le classer en participe. Il ne serait donc pas erroné, soit grammaticalement, soit lexicalement, de traduire éon en seiendes, étant. Et pourtant, ajoute Heidegger, la notion grammatique de participe, consistant à accumuler les fonctions du nom et du verbe, ne fut pas encore bien établie comme notion indépendante à l'époque de Parménide. Malgré cela, si on voulait continuer de l'après-participe, on ne devrait pas oublier que ce participe n'en soit pas un parmi d'autres. C'est le participe de tous les participes, car le participe éon n'est pas non plus un participe à côté des autres innombrables, bien plutôt éon est le participe l'assemblant à lui tous les autres possibles. Tout en étant un participe, l'éon n'est pas un simple participe. Il serait un archi-participe qui rend possible tous les autres participes possibles. Et maintenant, Heidegger s'occupe de la traduction d'éon ou d'éon emenai. À ce sujet, Heidegger comme suivant. La question de ce qui signifie dans la pensée nous donne l'ordre de traduire les mots éon emenai, mais ils sont pourtant traduits depuis longtemps par le latin ens et esse, par l'allemand seiendes et sein. Il est en effet superflu de traduire éon emenai en latin et en allemand. Même ce qui est nécessaire pour nous, c'est de traduire en français mot en grec. Cette traduction n'est possible que comme traduction vers ceux qui parlent à partir de ces mots. Cette traduction n'est possible que dans un sceau, Sprung, et plus généralement dans le sceau d'un seul regard, Blick, qui aperçoit ce que disent les mots éon et menai, entendus en grec. C'est très difficile. Comme vous le voyez, la traduction de Léon n'est pas une traduction ordinaire, c'est-à-dire d'un mot d'une langue à un autre mot d'autre langue. La traduction dont parle Heidegger ici, c'est das Übersetzen in das Äon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette expression bizarre? Heidegger ne dit jamais que c'est traduire le mot non grec en mot grec, ni traduire le grec simplement en grec. Rappelez-vous que Léon est nommé corps étranger. Ce mot se situe à la limite du grec. C'est comme s'il était une extériorité inclue ou une intériorité exclue. Ou mieux, c'est comme si on entrevoyait instantanément un éclair qui jaillit de la fêlure abyssale ou Ursprung de la limite ou la ligne. Ici, il s'agit non seulement de traduire éon, mais encore de traduire éon emenai, c'est-à-dire de traduire le
Wortgefüge. On devrait l'appeler le fait que das Gefüge est un des termes clés de Heidegger. Jean Bauflet le lit éon, étant, à MNI par le tiret et le traduit en étant-être. Mais Heidegger lui-même fixe son attention sur le Gefüge silencieux, c'est-à-dire sur le vide entre éon et MNI. À l'égard du segment tout entier du fragment 6 de Parmenide, Heidegger dit comme suit, je cite, l'ordre des mots de proverbe est palatactique, et non pas comme le plaisant de la traduction habituelle. Les mots sont spécifiques dans la traduction habituelle, les mots sont spécifiquement liés par le a et le q. Le lien les ordonne ensemble. En grec, zusammen se dit shun. On parle de synthèse. La traduction ordinaire des proverbes ordonne les mots ensemble en installant des mots de liaison. La traduction syntaxique est en ce qui concerne l'ordre des mots. Fin de citation. Cette citation est d'autant plus intéressante que Théodore Adorno critique l'interprétation étymologique des poèmes d'Hölderlin chez Heidegger en disant que le point de vue palatactique lui manque complètement. Heidegger prend Eon et Menai palatactiquement et le traduit soit en Sein, Seiendes, soit en Seiendes, Sein, soit en Wesen, sans employer des prépositions. Il est vrai qu'afin d'exemplifier la palataxe, Heidegger invoque les cas de petits enfants de peuples primitifs. C'est très intéressant, mais il ne rappelle attention sur le fait que le palatactique n'est pas encore syntaxique. Le palatactique a son propre valeur et son propre statut. Quel serait son propre statut? Heidegger souligne une unité de Gefüge en mettant en italique ein, de Eingefüge. Cela voudrait dire que le palatactique n'est point une simple juxtaposition. Ici intervient l'idée importante de Zwiefalt. En un sens, le père Sein, Seiendes Sein, étant être, où la différence ontologique correspond à Eon et Menai. Mais ce qui est curieux et important, c'est que Heidegger, comme le dit Schulman, prend Eon lui-même comme Zwiefaltig. Comme si ce qui peut être traduit en Sein, Seiendes, d'une part, produisait la paire Seiendes Sein, Eon MNI elle-même, d'autre part. Pardon. Comme si ce qui peut être traduit en Sein, Seiendes, d'une part, produisait la paire Seiendes Sein, Eon MNI elle-même, d'autre part. Et tout en la produisant, Léon lui-même disparaît, devient le vide abyssal. Voilà le mouvement double d'un Wesen abwesend de Léon. Il n'est pas par hasard qu'en discutant Eon, Heidegger mentionne Kant et sa première critique. Au sujet de l'imagination, Einbildungskraft, Heidegger, dans son Kant et le problème de la métaphysique, 1929, souligne la priorité de l'imagination comme racine commune étirant dans l'obscurité par rapport à deux branches de la sensibilité et de l'entendement. Je crois que Lévinas, je crois que Lévinas suggère ce fait en employant le terme kantien d'infibologie. Topologiquement, Léon occupe certainement la même position qu'une telle imagination. Figurez-vous un triptyque. Quand on lava les deux panneaux sur le panneau central ne serait qu'un abîme de néant. En employant lui-même le terme éon, Lévinas comprend-il une telle situation autour de ce terme? Dans un sens, non. Dans un autre sens, oui. Lévinas est l'auteur d'un texte intitulé De l'existant à l'existant, où il appelle hypostase
le devenir ou la genèse de l'existant, participe présent, à partir de l'existence ou de l'exister infinitif. C'est pourquoi Lévinas, dans le passage cité plus haut de l'autre maquette, lie Léon à l'hypostase ou hypostasier. Comme tel, Léon se superpose à l'existant ou à l'étant. Il joue un rôle à la fois nominatif et verbal, de sorte que Léon lui-même est le fait même de l'amphibologie de l'être et de l'étant, et n'amène donc pas l'au-delà ou à l'autrement qu'être. L'amphibologie de l'être et de l'état, ou l'amphibologie de l'être lui-même, n'est pas sans rapport avec la proposition prédicative, c'est-à-dire l'apophansis. L'apophansis ne devient possible que par l'hypostase. Avec elle, quelque chose surgit et le jugement tel que cela est s'établit. Cela est implique c'est A qui à son tour implique A et A ou A et B. C'est ainsi que Lévinas mentionne l'être comme copule. Le copule ne consiste pas simplement lier le sujet et le prédicat, c'est dans la copule lui-même que réside la possibilité à la fois du nom ou de la nominalisation et de l'essence verbale ou temporelle, A. Dans ce sens, l'amphibologie de l'être et de l'état, ou l'amphibologie de l'être lui-même, est précisément le fondement même de l'apophansis. Mais pour que l'être puisse être à la fois le verbe identifiant et le non identifié, je crois que Lévinas pense nécessaire l'intervention de l'identification kérigmatique. Or, si l'être s'identifiait purement simplement à l'existant ou à l'étant, pourquoi Lévinas aurait besoin de parler d'éon en plus de? Pourquoi Lévinas a-t-il parlé de l'éon de la ligne ou de l'idée de la ligne par rapport à la ligne du bien? D'abord, à mon sens, Lévinas sentait que dans la notion d'éon, il y avait quelque chose d'excessif par rapport à la notion d'existant ou de temps. Pourquoi? Ce n'est qu'une hypothèse très très faible, c'est que Heidegger prend éon pour le participe des participes. En d'autres mots, Lévinas reconnaît bien le privilège que donne Heidegger au terme d'éon et en même temps, il essaye de souligner la différence avec Heidegger. Quant à Lévinas, l'éon est l'idée des participes et comme tel, il se situe entre le lénie du bien d'une part et des états d'autre part et les empêche de devenir l'idole. Mais en revanche, c'est Léon qui fait et laisse être l'autrement qu'être. En un mot, ici, Léon le présente en même temps que l'amphibologie de l'être et de l'étant, une autre amphibologie de l'autrement qu'être et de l'être. Il apparaît que la proposition d'entre, aussi bien que le terme d'amphibologie, correspond au Zwiefacht dont parle Heidegger. Dans ce sens, on pourrait dire que Lévinas comprend bien le statut d'éon dont parle Heidegger. Sauf que Lévinas traite le pli ou le pliement que de manière négative. Je cite, le pliement de l'être sur soi, le soi dessiné par sur le pli, où le reflet de l'être demeure corrélatif de l'être, ne va pas non plus jusqu'au nœud de la subjectivité. Dans la citation plus haut, Lévinas lui-même utilise le mot copule. Puisqu'en français, le copule est le verbe, il serait tout à fait naturel que l'autrement qu'être égale l'autrement que la copule. Le préjugé selon lequel la copule n'est qu'un usage familier mais inauthentique du verbe être a dissimulé ce fait pour longtemps. Rappelez-vous que Heidegger aussi essaye d'entrevoir dans éon autre chose que la copule et le nomme Ienes, qui ne pourrait pas ne pas nous faire penser, malgré Lévinas ou malgré Heidegger, à il ou à au-delà dont parle Lévinas. Pour autant que sein comme être est une copule, ne pourrait-on pas dire que Heidegger aussi chercherait l'autrement qu'être, ou anders wie als sein? Hypothèse téméraire, dirait-on.
Pour du temps, je résume des attitudes de Lévinas envers l'être copieux. D'abord, en employant le terme être libre à, depuis quelques réflexions sur la philosophie de l'éternalisme, Lévinas n'a de cesse de souligner la violence de l'identification copiative. Deux, comme le dit dans un petit essai sur Maïmonide, l'actualité de Maïmonide, il dénonce la fausse stabilité du monde basée sur cette identification copiative. Trois, il manifeste son désir de s'en évader. Voyez la fin de l'évasion. Quatre, c'est à cause de sa malaise devant l'être qu'il a pu traduire l'être en général en il y a. C'est seul Lévinas qui a traduit comme ça. 5. Et en même temps, grâce à la même malaise qu'il sent à l'égard de la population, il a pu comparer la sonorité, la verbalité de l'être, comme l'a dit M. Yotets hier soir, hier après-midi, la verbalité de l'être à la musique comme nomos alpha de Xenakis. Et désolé, mais aujourd'hui, je n'entrerai pas dans la théorie chez Lévinas de la traduction du nom propre et du nom de Dieu. Bon, ce que je voudrais le constater ici, à partir de Léon, c'est que malgré les critiques que dirige Lévinas contre Heidegger, deux philosophes partagent au moins ces 4 points. D'abord, ne pas se sentir à l'aise avec l'être Sein comme copieur, vouloir en sortir, et en sortant, chercher l'autre manque-être ou l'au-delà de l'infériorité de l'être et de l'état comme tel exclu. 4, ça c'est le plus important, prendre ce geste pour traduction, Übersetzen. En ce qui la concerne, Heidegger nous laisse des mots si impressionnants. Je cite, traduire, c'est passer, c'est-à-dire traverser un vaste fleuve jusqu'à une rive opposée presque inconnue. Là, elle peut conduire à la dérive, il l'effare. Et cette dérive se termine souvent par un naufrage de Héraclite. En revanche, Lévinas dit, en tenant compte du sens étymologique de l'évlu, iblite, qu'une voix vient de l'autre livre. Une voix interrompt le dire de déjà dit, autrement qu'être 230. Heidegger se dirige vers l'autre livre et Lévinas dit une voix vient de l'autre livre. C'est comme si deux livres se trouvaient en face à face et que les gestes des deux philosophes se croisaient au milieu, mité, de la rivière ou sur la ligne frontière. Mais quel est le milieu, mité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pensez cela, désolé, mais ce serait la tâche de la prochaine recherche. Grazie.